Un seul acte de gentillesse, un simple geste qui ne coûte rien, peut parfois tout changer. Pour Clara Morin, une serveuse noyée sous les dettes et le désespoir, ce fut le prêt de son stylo, un souvenir précieux d'un rêve oublié. Elle le tendit à un client bourru et distrait, s'attendant à ne jamais le revoir. Elle ne savait pas que cet homme, Arthur Legrand, ne signait pas seulement une note de déjeuner. Il était un titan de l'industrie, au bord d'une décision qui définirait son héritage. Et dans les traits élégants du vieux stylo-plume de son père, il trouverait une réponse qu'il cherchait depuis longtemps, déclenchant une chaîne d'événements qui ramènerait à Clara un contrat d'1 million d'euros, destiné uniquement à elle. L'air du bistrot du coin était une tapisserie permanente d'odeurs. Café éventé, graisse de bacon grésillante et la faible odeur sucrée de l'eau de javel des comptoirs perpétuellement humides. Pour Clara Morin, c'était l'odeur de la survie. À 26 ans, sa vie était une boucle répétitive consistant à remplir des tasses de café, à griffonner des commandes et à forcer un sourire qui atteignait rarement ses yeux gris et fatigués. Chaque cliquetis d'assiette était un tic-tac de l'horloge, un rappel de la montagne de dettes qui pesait sur elle. Son rêve, autrefois un gratte-ciel vibrant d'ambition, s'était effondré en un tas de décombres qu'elle ne pouvait plus se permettre d'excaver. Elle était censée être architecte. Elle avait 2 ans d'un prestigieux diplôme de design à son actif avant que la vie n'intervienne avec la force brutale d'une boule de démolition. Son père, lui-même un architecte brillant mais financièrement malheureux, était décédé subitement, laissant derrière lui plus d'inspiration que d'héritage. Puis sa mère, Sarah, a été diagnostiquée avec une maladie neurologique dégénérative qui nécessitait des soins constants dans un établissement qui coûtait plus par mois que ce que Clara gagnait en 6. Les prêts étudiants sont entrés en défaut de paiement. Les manuels ont été rangés et le rêve a été reporté, probablement pour toujours. Le seul vestige de cette vie passée qu'elle portait avec elle était le stylo. Ce n'était pas juste un stylo. C'était un Mandblank Meisterstück des années 1960, un stylo-plume avec une plume plaquée or, son corps en résine noire usée et lisse par l'usage. Il avait appartenu à son père. Il avait esquissé des gratte-ciel sur des serviettes avec, signé son premier et unique grand contrat avec, et le lui avait donné pour son 18e anniversaire, pour bâtir un monde meilleur. C'est ce qu'il lui avait dit, la voix chargée de fierté. Maintenant, elle l'utilisait pour prendre des commandes de crêpes et de cheeseburgers. Cela ressemblait à un petit sacrilège privé, mais c'était tout ce qui lui restait de lui et de l'avenir qu'il avait imaginé pour elle. La cloche au-dessus de la porte du bistrot sonna, annonçant une interruption de l'accalmie du milieu de l'après-midi. Un homme dans un costume anthracite sur mesure, qui coûtait plus cher que son loyer, entra d'un pas vif, dégageant une aura d'importance impatiente. Il avait un visage sévère et buriné, des yeux bleus perçants qui semblaient ne rien manquer, et un léger froncement de sourcils gravé entre ses sourcils comme s'il s'agissait d'un trait permanent. Il s'assit à une banquette dans le coin, posant une mallette en cuir élégante sur le siège à côté de lui. Il ne regarda pas le menu. Un café noir, et ce que vous avez de plus rapide, aboya-t-il, sa voix un grondement sourd d'autorité. Clara hocha la tête, son sourire professionnel se mettant en place. Tout de suite, monsieur. C'était Arthur Legrand, bien qu'elle ne connût pas son nom. Pour elle, il n'était qu'un autre costume, un homme dont le temps était clairement plus précieux que le sien. Il sortit une pile de documents de sa mallette, ses yeux les parcourant avec une intensité féroce. Il semblait complètement inconscient du monde qui l'entourait. Le léger bourdonnement du réfrigérateur, le faible bavardage de la cuisine, la serveuse posant une tasse de café fumante à côté de sa main. Clara lui apporta un club sandwich 10 minutes plus tard. Il grogna en guise de reconnaissance, sans jamais lever les yeux de ses papiers. Il mangea avec une efficacité mécanique, sa concentration ininterrompue. Quand il eut fini, il repoussa l'assiette et chercha dans la poche de sa veste, puis dans sa mallette, un froncement de sourcils s'accentuant sur son visage. Il tapota ses poches, ses mouvements devenant plus agités. « Un problème, monsieur ?» demanda Clara, s'approchant avec l'addition. « Mon stylo. » lâcha-t-il comme si c'était de sa faute. « Il me faut un stylo. » La main de Clara se dirigea instinctivement vers la poche de son tablier. Elle aurait pu lui donner l'un des bics jetables bon marché que le bistrot fournissait, ceux qui fuyaient et mouraient à mi-phrase. Mais il n'y en avait plus à son poste, et l'homme avait l'air sur le point de signer quelque chose d'important. Sans réfléchir une seconde, elle sortit le Mandblank de son père. Il jeta un coup d'œil au stylo, une lueur de surprise dans ses yeux perçants en le prenant. Il pouvait sentir la qualité, le poids équilibré dans sa main. C'était un instrument, pas un simple outil. Il lui fit un signe de tête bref et dédaigneux, griffonna une signature illisible sur le reçu de la carte de crédit, puis, distrait par une vibration de son téléphone, il repoussa le chèque et le stylo, et entama une conversation à voix basse mais intense. Clara attendit. Elle voulait demander son stylo, mais l'appel téléphonique de l'homme était un mur de concentration impénétrable.
Il parlait de dérogation de zonage, d'intégrité structurelle et d'une réunion du conseil d'administration. Après quelques minutes, il ferma son téléphone d'un coup sec, rassembla ses documents d'un geste large, glissa hors de la banquette et sortit du bistrot sans un regard en arrière. Clara se précipita vers la table. L'addition était là, avec un maigre pourboire de 2 € sur une note de 20 €, et à côté, un espace vide où le stylo de son père aurait dû se trouver. Son cœur se serra. Il l'avait pris. Le seul lien tangible avec son passé, avec son rêve, avait disparu. Emporté nonchalamment par un homme qui ne se souviendrait même pas de son visage. Elle regarda par la fenêtre une berline noire s'éloigner du trottoir, sentant une vague froide et familière de désespoir la submerger. Ce n'était qu'une perte de plus dans une vie qui semblait de plus en plus définie par elle. Le stylo, comme son avenir, était parti. 3 semaines s'écoulèrent péniblement, chaque jour une copie carbone du précédent. Le train-train quotidien restait un purgatoire de graisse et de monotonie. La mère de Clara eut une mauvaise passe, et l'administrateur de l'établissement avait parlé à Clara sur un ton feutré et compatissant du solde impayé qui ne cessait de croître. La pression était immense, un poids physique qui lui faisait mal aux épaules et rendait son sommeil superficiel et agité. Elle avait renoncé à tout espoir pour le stylo, le classant avec toutes les autres choses que la vie lui avait volées. Elle utilisait maintenant un bic bon marché que le propriétaire du bistrot, un homme bourru nommé Serge, achetait en gros. Il semblait bon marché et déplacé dans sa main. Pendant ce temps, dans une tour de verre surplombant la ville, Arthur Legrand menait une guerre. Le projet communautaire Cœur de Ville devait être son héritage. Ce n'était pas un autre condominium sans âme ou un parc de bureaux stériles. C'était une entreprise philanthropique de plusieurs millions d'euros, un centre communautaire ultramoderne avec une bibliothèque, une école de formation professionnelle, une clinique gratuite et des espaces verts, construit au cœur d'un quartier négligé et appauvri. C'était personnel. C'était son expiation pour une carrière passée à courir après les profits. Mais le projet était au point mort. L'architecte célèbre qu'il avait engagé venait de se retirer, débauché par une entreprise rivale pour un projet lucratif à Dubaï. Maintenant, Arthur était bombardé de propositions d'architectes qui voyaient le projet Cœur de Ville non pas comme une chance de construire une communauté, mais comme un moyen d'enrichir leur CV. Leur conception était froide, dérivée et totalement dépourvue d'âme. Son bras droit, Marcus Dubois, était une présence constante et sournoise à ses côtés. Marcus était tout ce qu'Arthur n'était pas, jeune, impeccablement lisse, et animé par une ambition dévorante qu'Arthur trouvait profondément dérangeante. Il poussait sans relâche pour un architecte célèbre, Damien Croft, dont les créations étaient réputées pour être photogéniques et notoirement hors budget. « Arthur, il nous faut un nom », insistait Marcus lors de leur réunion du conseil. Sa voix était comme de la soie enroulée autour de l'acier. Damien Croft apporte du prestige. Les donateurs vont adorer. C'est une valeur sûre. Arthur détestait ça. Les conceptions de Croft ressemblaient à quelque chose assemblé à partir d'un kit de clichés modernistes. Elles n'avaient pas de cœur. Un après-midi, assis seul dans son vaste bureau minimaliste, Arthur sentit une frustration familière monter en lui. Il signait une série de factures, et sa main chercha un stylo. Il en sortit un de la poche de sa mallette, un lourd stylo plume noir. Il s'arrêta, fronçant les sourcils. Il n'utilisait pas de stylo plume. Il préférait un simple des fiables rollers. D'où venait celui-ci? Il le décapuchonna, le mouvement était doux et satisfaisant. La plume était fine, élégante. Alors qu'il le tournait entre ses doigts, le soleil de fin d'après-midi scintilla sur quelque chose sur l'agrafe, une minuscule gravure à peine visible. Il plissa les yeux, puis ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une loupe. Il la tint au-dessus de l'agrafe, et les lettres apparurent, nettes. CM, pour bâtir un monde meilleur. Le bistrot. Le souvenir refit surface avec une clarté soudaine. La serveuse pressée aux yeux tristes et intelligents, la dignité tranquille avec laquelle elle lui avait tendu ce magnifique stylo alors qu'il avait été si impoli. Il se souvint maintenant, il avait été tellement absorbé par un appel concernant un recours en urbanisme qui s'effondrait qu'il avait balayé dans sa mallette avec ses papiers. CM. Clara Morin, d'après le nom sur le chèque qu'il avait fait retrouver par son assistante, Evelyne. Pour bâtir un monde meilleur. C'était un sentiment d'architecte, un credo de bâtisseur. Il se souvint d'autre chose, un détail fugace qu'il n'avait pas enregistré à l'époque. Pendant qu'il attendait son sandwich, elle se tenait près de son poste, griffonnant sur une serviette en papier. Il en avait eu un aperçu. Ce n'était pas un gribouillage aléatoire. C'était un plan d'étage. Une esquisse rapide et habile d'un espace aux lignes épurées et à l'utilisation intelligente d'angles sécants. Une idée folle et audacieuse commença à se former dans son esprit. C'était illogique, imprudent,
et allait à l'encontre de tous les principes commerciaux qu'il avait jamais suivis. Mais le projet Cœur de Ville n'était pas une question d'affaires. C'était une question d'héritage. C'était une question d'âme. Et il n'en avait pas vu une once dans aucune des propositions à plusieurs millions d'euros qui se trouvaient sur son bureau. « Evelyne, dit-il dans son interphone, sa voix ferme, trouvez-moi le numéro de téléphone d'une certaine Clara Morin. Elle travaille dans un endroit appelé le bistrot du coin. Et libérez mon emploi du temps pour demain à 10 heures. Je la veux ici. » Evelyne, son assistante imperturbable depuis 15 ans, répondit sans sourciller. « Oui, monsieur Legrand. » Elle savait qu'il ne fallait pas remettre en question ses lubies soudaines. Elles étaient souvent le point de départ de ses coups les plus brillants. Au bistrot, Clara finissait de nettoyer les dernières tables, son corps endolori. Le téléphone derrière le comptoir sonna, et Serge grogna pour qu'elle réponde. « Le bistrot du coin, » répondit-elle, sa voix plate de fatigue. « Puis-je parler à Clara Morin, s'il vous plaît ?» La voix à l'autre bout du fil était nette, professionnelle et complètement déplacée. C'est elle-même. « Mademoiselle Morin, je m'appelle Evelyne. J'appelle des propriétés Global Legrand au nom de monsieur Arthur Legrand. Il souhaiterait fixer un rendez-vous avec vous dans nos bureaux demain matin à 10 heures. » Clara se figea, le combiné soudainement glissant dans sa main. Propriété Global Legrand. Le nom lui disait vaguement quelque chose. Un mastodonte de l'entreprise qu'elle avait vu sur des chantiers de construction dans toute la ville. Arthur Legrand, l'homme du bistrot, l'homme qui avait pris son stylo. Un rendez-vous ? Balbutia-t-elle. Ah, à quel sujet ? Allait-il la poursuivre en justice pour quelque chose ? Avait-il eu une intoxication alimentaire ? Monsieur Legrand préférerait discuter de l'objet de la réunion en personne, dit poliment Evelyne. Il souhaite également que je vous assure qu'il a quelque chose à vous qu'il désire vous rendre. Est-ce que 10 heures vous conviendrait ? Quelque chose à elle ? Le stylo ? Il voulait le lui rendre. Il convoquait une serveuse à son siège social pour lui rendre un stylo. Cela n'avait aucun sens. Un nœud d'anxiété et de confusion se serra dans son estomac. Oui, s'entendit-elle dire. Oui, c'est parfait. Après l'avoir raccroché, Serge lui lança un regard suspicieux. C'était qui, ça ? T'as des ennuis. Je ne sais pas, murmura Clara, fixant son propre reflet dans la fenêtre sombre du bistrot. Je ne sais vraiment pas. L'immeuble Legrand Global était un monument de verre et d'acier qui griffait le ciel. Il était conçu pour intimider, pour projeter le pouvoir et la richesse à une échelle que Clara pouvait à peine comprendre. Franchir les portes tournantes pour entrer dans le hall, c'était comme entrer dans une autre dimension. L'air était frais et sentait légèrement le cuir et l'argent. Les sols en marbre brillaient sous un éclairage encastré, et des gens en costumes impeccables se déplaçaient avec une urgence tranquille et déterminée. Clara, dans son meilleur et unique blazer, une pièce légèrement élimée qu'elle avait achetée dans une friperie, se sentait comme un moineau qui aurait accidentellement volé dans l'air d'un aigle. Son nom était sur la liste. L'agent de sécurité l'orienta vers l'ascenseur express pour le dernier étage. Le trajet fut silencieux et vertigineusement rapide. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par Evelyne, une femme élégante dans la cinquantaine, aux yeux intelligents et au comportement calme. « Mademoiselle Morin, merci d'être venue. Monsieur Legrand va vous recevoir maintenant, » dit-elle, son sourire offrant un petit îlot de chaleur dans le vaste océan de froideur corporate. Evelyne la conduisit le long d'un couloir tapissé d'art moderne jusqu'à un bureau plus grand que tout l'appartement de Clara. 3 des murs étaient des baies vitrées allant du sol au plafond, offrant une vue divine sur la ville en contrebas. Le 4e mur était tapissé de livres. Au centre de la pièce, derrière un bureau en acajou sombre et poli, était assis Arthur Legrand. Il se leva à son entrée. Aujourd'hui, il n'était pas le client de bistrot bourru et distrait. Il était posé, observateur, et dégageait une intensité encore plus formidable dans ce décor. « Mademoiselle Morin, merci d'être venue dans un délai si court, » dit-il en désignant une chaise en face de son bureau. « Veuillez vous asseoir. » Clara s'assit sur le bord de la chaise en cuir, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Arthur plongea la main dans le tiroir de son bureau et posa le stylo Mont-Blanc sur la surface polie entre eux. « Tout d'abord, mes plus sincères excuses, » dit-il, son ton formel. « J'étais distrait et j'ai pris ceci par erreur. C'était négligent de ma part. C'est un bel instrument. Il a manifestement une grande signification pour vous. » Clara sentit une vague de soulagement si profonde qu'elle en eut presque le vertige. « Merci, » parvint-elle à dire, tendant la main et enroulant ses doigts autour de la résine lisse et familière. « C'était à mon père. » Arthur hocha lentement la tête, son regard fixe. « Je m'en doutais. J'ai vu l'inscription. »
Pour bâtir un monde meilleur, point. Il se pencha légèrement en avant. Votre père était-il architecte? La question la prit au dépourvu. Oui, oui, il l'était. Et la serviette sur laquelle vous dessiniez au bistrot? Continua Arthur, sa voix calme mais inquisitrice. Cela ressemblait au plan d'une petite bibliothèque de quartier. Utilisation efficace d'un terrain d'angle. Excellent flux de lumière naturelle depuis le mur orienté au sud. Clara le dévisagea, la bouche légèrement entr'ouverte. Il avait remarqué ça, ce gribouillage oisif et mélancolique, un fantôme de ses vieilles habitudes. J'ai étudié l'architecture, admit-elle, sa voix à peine un murmure, il y a longtemps. Pourquoi avez-vous arrêté? La question était directe, pas méchante, mais elle exigeait une réponse honnête. Et alors l'histoire déferla. L'histoire de la mort de son père, de la maladie de sa mère, du poids écrasant des factures médicales et des prêts étudiants qui l'avaient forcé à troquer sa table à dessin contre un plateau de tasses de café. Elle parla sans apitoiement, énonçant les faits de sa vie avec une sorte de résignation lasse. Arthur écouta, son expression indéchiffrable. Quand elle eut fini, il y eut un long silence. Le seul son était le bourdonnement lointain de la ville, loin en dessous. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit et Marcus Dubois entra d'un pas vif, une tablette à la main. « Arthur, j'ai les rendus révisés de Damian Croft, il faut que vous voyiez ça. » Il s'arrêta net, remarquant Clara. Il la toisa de la tête aux pieds, observant son blazer bon marché et sa posture nerveuse. Un léger sourire condescendant effleura ses lèvres. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix suintant une fausse courtoisie. « Je ne savais pas que vous étiez en réunion. »« Marcus, voici Clara Morin, » dit Arthur, son ton plat. « Mademoiselle Morin, mon directeur du développement, Marcus Dubois. »« Enchanté, » dit Marcus, sans prendre la peine de lui serrer la main. Il regarda Arthur, une question dans les yeux. Que faisait une serveuse dans son bureau? Arthur l'ignora, se concentrant entièrement sur Clara. « Mademoiselle Morin, mon entreprise se lance dans un projet très important, le projet communautaire Cœur de Ville. Notre concepteur principal est malheureusement parti. J'explore actuellement de nouvelles options. » Il marqua une pause, laissant la déclaration en suspens dans l'air. Le cœur de Clara commença à battre à un rythme frénétique et paniqué. Il ne pouvait pas penser ce qu'elle croyait qu'il sous-entendait. « J'ai été profondément déçu par les noms qui m'ont été présentés, » continua Arthur, lançant un regard appuyé à Marcus, qui serait dit. « Ils ont de la vision, mais ils n'ont pas d'âme. Ils savent comment construire des structures, mais ils ne semblent pas se souvenir comment construire pour les gens. » Il se tourna de nouveau vers Clara, ses yeux bleus se fixant sur les siens. « Vous avez prêté un objet de valeur à un étranger sans hésitation. Votre père vous a appris à bâtir un monde meilleur. Et vous esquissez des bibliothèques sur des serviettes quand vous pensez que personne ne regarde. Cela m'en dit plus qu'un portfolio de 100 pages d'un architecte célèbre. »« Arthur, qu'est-ce que c'est que ça ?» intervint Marcus, sa voix tendue d'incrédulité et d'irritation. Arthur leva une main pour le faire taire. « Voici ma proposition, mademoiselle Morin. C'est un pari risqué. C'est probablement insensé. Je veux que vous présentiez un concept pour le projet Cœur de Ville. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer par courriel le dossier complet du projet, les plans du site et les paramètres budgétaires. Vous avez 48 heures. » Clara sentit le sang quitter son visage. « Moi? Mais je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de licence. Je n'ai rien conçu depuis des années. Je ne demande pas une licence. Je ne demande pas un plan d'exécution final, » dit Arthur, sa voix gagnant en puissance. « Je demande une vision, une idée. Montrez-moi à quoi ressemble, pour vous, le fait de bâtir un monde meilleur. Dans 48 heures, vous présenterez votre concept à moi et à mon équipe. Si je vois une étincelle de ce que je recherche, nous parlerons des prochaines étapes. Il n'y a pas de promesse de contrat, seulement la promesse d'une opportunité. » Marcus Dubois laissa échapper un petit rire incrédule. « Arthur, c'est absurde. Nous parlons d'un projet de 50 millions d'euros. Vous ne pouvez pas le confier à une serveuse sur un coup de tête sentimental. » Le mot « serveuse » était une gifle. Il était destiné à la rabaisser, à lui rappeler sa place. Et pendant une seconde, cela fonctionna. Toutes ses insécurités revinrent en force, mais ensuite elle sentit le poids lisse et solide du stylo de son père dans sa main. Pour bâtir un monde meilleur. Elle regarda par-dessus Marcus, directement vers Arthur le Grand. Une minuscule braise de défi commença à luire dans les cendres de son rêve abandonné. « Je le ferai, » dit-elle, sa voix tremblante mais claire. Arthur le Grand s'autorisa un petit sourire sombre. « Bien.
Evelyne va vous raccompagner. Alors que Clara sortait du bureau, elle pouvait entendre la voix furieuse et étouffée de Marcus éclater derrière la porte qui se fermait. Elle s'en fichait. Elle était terrifiée, dépassée et complètement hors de son élément. Mais pour la première fois depuis très, très longtemps, elle sentit le frémissement de quelque chose qu'elle pensait mort à jamais, l'espoir. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon, une symphonie frénétique de caféine, d'adrénaline et de terreur. Clara appela Serge au bistrot et démissionna. Les mots semblaient étranges et libérateurs dans sa bouche. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Pas maintenant. Elle devait brûler les ponts pour se forcer à traverser l'océan. Son petit appartement exigu, habituellement un refuge de désespoir tranquille, se transforma en un studio de design improvisé. Elle déterra les boîtes qui étaient scellées depuis des années, celles qu'elle ne pouvait supporter d'ouvrir. Des grains de poussière dansaient dans la lumière alors qu'elle sortait ses vieux manuels universitaires. C'était ses compas et des piles de vieux journaux de son père, remplis de son écriture élégante et de ses réflexions philosophiques sur l'architecture. C'était comme excaver son propre cœur. Le dossier du projet qu'Evelyne lui avait envoyé par courriel était intimidant. Le projet communautaire Cœur de Ville était vaste, complexe et ambitieux. Il exigeait non seulement un bâtiment, mais un écosystème. Clara sentit une vague de panique. Elle était rouillée. Ses compétences en dessin étaient maladroites au début, son esprit luttant pour saisir les réglementations de zonage complexes et les spécifications des matériaux. Le fantôme du sourire condescendant de Marcus Dubois la hantait. Une serveuse. Le premier après-midi, consumée par le doute, elle quitta l'appartement. Elle prit un bus pour le site proposé, un terrain désolé et balayé par le vent dans un coin oublié de la ville, entouré de logements sociaux et de devantures de magasins fermés. Le plan officiel du site racontait une histoire de mètres carrés et de limites de propriété. La réalité en racontait une autre. Elle y passa des heures, marchant le long du périmètre, sentant la direction du vent, observant comment le soleil se déplaçait à travers l'espace vide. Et puis elle fit quelque chose que Damien Croft et les autres architectes célèbres n'auraient jamais fait. Elle commença à parler aux gens. Elle parla à une femme âgée qui s'occupait d'une petite parcelle de tomates rebelles dans un jardin communautaire, qui s'inquiétait de perdre son ensoleillement. Elle parla à un groupe d'adolescents qui jouaient au basket avec une caisse de lait clouée à un poteau téléphonique, qui disait qu'il n'y avait rien à faire pour eux après l'école. Elle acheta un café chez le propriétaire d'une épicerie de quartier en difficulté, qui craignait qu'un grand nouveau projet ne le mette en faillite. Leurs voix, leurs besoins, leurs peurs, devinrent le fondement de sa conception. Il ne s'agissait pas de son ego. Il ne s'agissait pas de créer un monument à la philanthropie d'Arthur Legrand. Il s'agissait de la femme aux tomates. Il s'agissait des enfants avec la caisse de lait. De retour dans son appartement, le brouillard du doute commença à se dissiper, remplacé par une clarté incandescente. Le stylo de son père, maintenant rempli d'encre fraîche, volait sur le papier vélin. Le design qui en émergea ne ressemblait en rien au modernisme froid et angulaire si en vogue. Il était organique, à échelle humaine, et profondément connecté à son environnement. Elle divisa la structure monolithique en une série de pavillons interconnectés, créant des cours abrités et des jardins entre eux. Le bâtiment principal était orienté pour protéger l'ensoleillement du jardin communautaire. La bibliothèque n'était pas une salle silencieuse et intimidante, mais un espace chaleureux et circulaire avec des gradins et un toit en verre, un nid de lecture. Elle intégra un terrain de basket couvert de taille réglementaire, un studio de musique insonorisé pour les adolescents, et conçut une série de petites cellules commerciales à loyer modéré à l'avant du centre, spécifiquement pour les entreprises locales, comme l'épicier du coin. La philosophie de son père résonnait dans chaque ligne qu'elle traçait. Il lui avait toujours appris qu'un bâtiment devait servir ses habitants, et non l'inverse. Un mur peut être une barrière ou une étreinte, disait-il. Clara conçut des murs qui étreignaient. Elle travailla toute la nuit, le jour suivant, et la nuit suivante. Son appartement se remplit de croquis, de papier froissé et de tasses de café vides. Elle ne se contentait plus de tracer des lignes. Elle insufflait la vie à un espace. Elle bâtissait un monde meilleur, exactement comme son père l'avait encouragé à le faire. Dans les bureaux étincelants de Legrand Global, un autre type de processus créatif était en cours. Marcus Dubois menait son enquête. Il avait chargé son propre assistant de créer un dossier sur Clara Morin. Il la voyait non pas comme une conceptrice potentielle, mais comme une menace pour son autorité et ses plans soigneusement élaborés pour installer Damien Croft, une manœuvre qui s'accompagnait d'une commission d'intermédiaire discrète et lucrative pour lui-même. « Qu'est-ce que tu as » demanda-t-il à son assistant, un jeune homme nerveux nommé Peterson. « Pas grand-chose, monsieur, » dit Peterson en lui tendant un dossier. « Elle a un casier vierge. Ses relevés de notes universitaires sont excellents pour les 2 années où elle a été inscrite. Le principal, ce sont les dettes,
des défauts de paiement importants sur ses prêts étudiants, et les frais médicaux de sa mère sont en retard de plus de 50 000 € à la résidence Les Pins Dorés. Marcus sourit, une lueur froide et prédatrice dans les yeux. Ce n'est pas grand-chose, Peterson. C'est tout. Il prit le téléphone et composa le numéro de Damian Croft. Damian, c'est Marcus. J'ai besoin de tes rendus finaux. Les animations les plus léchées et les plus impressionnantes que tu aies. Arthur a un petit moment d'égarement. Nous devons être prêts à lui rappeler à quoi ressemble une vraie proposition professionnelle et à quoi ressemble le risque d'une amatrice désespérée. Il raccrocha, se penchant en arrière dans son fauteuil. Il laisserait la petite serveuse avoir son moment de gloire. Il la laisserait se présenter devant le conseil d'administration et présenter ses gribouillages dessinés à la main. Et puis, il la détruirait calmement et systématiquement, l'exposant comme une chercheuse de fortune désespérée et non qualifiée. Le caprice sentimental d'Arthur serait écrasé sous le poids de la réalité professionnelle, et lui, Marcus, apparaîtrait comme la voix de la raison qui avait sauvé le projet du désastre. La scène était prête pour une exécution publique. La salle du conseil d'administration de Legrand Global était une chambre de jugement silencieux. Une table colossale en acajou, polie jusqu'à obtenir un éclat miroir, reflétait le visage anxieux de Clara Morin. À la tête de la table était assis Arthur Legrand, son expression impénétrable. Autour de lui se trouvaient 4 autres membres du conseil, des hommes et des femmes au visage sévère, la soixantaine, qui regardaient Clara avec des expressions allant de la curiosité modérée au scepticisme pur et simple. Et juste en face d'elle, image même de la confiance suffisante, se trouvait Marcus Dubois. Il avait une tablette élégante devant lui et un dossier à ses côtés, son dossier. Le cœur de Clara martelait contre ses côtes. Ses croquis, montés sur des panneaux de mousse, semblaient fragiles et enfantins dans ce temple du pouvoir des entreprises. Ses mains tremblaient alors qu'elle se levait. Elle prit une profonde inspiration, serrant le stylo de son père dans sa poche comme un talisman. « Bonjour », commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Merci pour cette opportunité. Je suis ici pour présenter un concept pour le projet communautaire Cœur de Ville. » Elle commença par parler non pas de bâtiments, mais de gens. Elle parla de la femme âgée et de sa parcelle de tomates, des adolescents avec leurs paniers de basket improvisés. Les membres du conseil s'agitèrent, mal à l'aise. Ce n'était pas le langage auquel ils étaient habitués. Ils étaient habitués à parler de retour sur investissement, d'esthétique commercialisable et de synergie de marque. Puis elle dévoila ses dessins sur fond de skyline scintillante de la ville. Ses croquis dessinés à la main semblaient presque un défi à l'ère du numérique. Mais alors qu'elle commençait à expliquer sa vision, un autre type de pouvoir émergea. Elle leur fit découvrir les pavillons interconnectés, la bibliothèque baignée de soleil, la façon dont le bâtiment s'incurvait pour créer un microclimat abrité pour les jardins. Elle expliqua comment l'école de formation professionnelle était placée pour partager des ressources avec la clinique gratuite, comment les cellules commerciales créeraient une façade de rue animée et vibrante qui dialoguait avec le quartier au lieu de le dominer. L'architecture ne devrait pas être un objet que l'on place dans une communauté, dit-elle, sa voix se raffermissant, imprégnée de la passion qu'elle avait redécouverte. Elle devrait être une conversation avec la communauté. Ce design ne vise pas seulement à fournir des services. Il vise à restaurer la dignité. Il vise à créer un lieu qui dit « Vous êtes les bienvenus ici. Vous comptez. » Quand elle eut terminé, il y eut un silence stupéfait. Elle avait parlé pendant 20 minutes, et pendant la majeure partie de ce temps, elle avait capté leur attention. L'un des membres du conseil, une femme nommée Éléonore Legrand, la sœur d'Arthur, regardait les dessins avec une expression pensive. Mais le moment fut rompu par la voix douce et assurée de Marcus Dubois. « Merci, mademoiselle Morin, » dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. C'était une histoire très touchante, un charmant conte de fées. Mais nous ne sommes pas ici pour construire un conte de fées. Nous sommes ici pour superviser un investissement en capital de 50 millions d'euros. Il se leva et tapota sa tablette. Sur le grand écran au bout de la pièce, une animation léchée et hyper réaliste commença à jouer. C'était le design de Damian Croft, une structure imposante et magnifique de verre et de béton blanc, brillant sous un soleil numériquement parfait. C'était beau, impressionnant et totalement générique. Cela aurait pu être un musée d'art moderne à Berlin ou un siège social à Tokyo. Ceci, dit Marcus, sa voix résonnant d'autorité, est ce à quoi ressemble une proposition professionnelle de classe mondiale. C'est un bâtiment signature de Damian Croft, un architecte dont le nom seul attira de nouveaux investissements et une presse positive. C'est audacieux, c'est visionnaire, et c'est prêt à être mis en œuvre. Il prit ensuite le dossier. Maintenant, parlons de la gestion des risques.
Le conseil mérite de savoir exactement qui on lui demande de considérer. Clara sentit une terreur froide lui glacer le sang. Clara Morin n'a pas terminé son diplôme d'architecture, annonça Marcus, ses yeux balayant la pièce. Elle n'a aucune expérience professionnelle. Elle n'a pas de licence. Elle n'a pas travaillé dans le domaine depuis plus de 6 ans. Et, plus troublant encore, il marqua une pause pour un effet dramatique, elle est en grande difficulté financière. Plus de 30 000 € de défaut de paiement sur ses prêts étudiants, et les soins médicaux de sa mère accusent un retard de plus de 50 000 €. Il referma le dossier et regarda directement les membres du conseil. J'admire la compassion de Monsieur Legrand, mais ce que nous voyons ici n'est pas une décision commerciale saine. On a l'impression qu'on nous demande de parier un projet fondamental sur une amatrice non qualifiée et désespérée qui voit probablement cela non pas comme une opportunité de construire une communauté, mais comme un billet de loterie pour résoudre ses problèmes financiers personnels. L'air dans la pièce devint glacial. Les expressions des membres du conseil se durcirent. Ils la regardaient maintenant non pas comme une conceptrice potentielle, mais comme un risque, une fraude. Tout ce que Marcus disait était vrai, et il avait tordu la vérité en une arme pour l'éventrer. Elle se sentit exposée, humiliée. Arthur Legrand était resté silencieux pendant tout ce temps, son visage un masque de pierre. Maintenant, il tourna son regard perçant non pas vers Marcus, mais vers Clara. La pièce était silencieuse, attendant qu'il porte le coup de grâce, qu'il soit d'accord avec Marcus et la renvoie. « Il a raison sur une chose, mademoiselle Morin, » dit Arthur, sa voix un grondement sourd. « C'est un risque énorme. J'ai donc une dernière question pour vous. Pourquoi devrais-je risquer mon nom, mon argent et mon héritage pour vous ?» C'était le moment crucial. Sa carrière, son avenir, le bien-être de sa mère. Tout dépendait de sa réponse. L'humiliation et la peur tourbillonnaient en elle. Mais en dessous, la braise de défi qu'elle avait sentie dans son bureau devint plus ardente. Elle regarda Arthur Legrand, voyant non pas un PDG, mais l'homme qui avait vu quelque chose dans ses gribouillages sur une serviette. Elle ne défendit pas ses finances ou son manque de diplôme. Elle soutint son regard et parla du plus profond de son être. « Vous ne devriez pas risquer votre héritage pour moi, monsieur Legrand, » dit-elle, sa voix claire et stable. « Vous devriez l'investir dans la perspective que j'ai. Une perspective qu'aucun de ces autres architectes célèbres ne peut offrir. Je sais ce que c'est que d'être ignoré. Je sais ce que c'est que de vivre dans un quartier que la ville a oublié. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'un lieu de refuge et de dignité parce que ma famille en a besoin en ce moment même. » Elle fit un pas de plus vers la table. « Le design de M. Croft est magnifique, mais c'est l'idée d'un étranger de ce dont cette communauté a besoin. C'est un monument. Mon design est un foyer. Il est construit de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant par les gens qu'il est censé servir. Vous m'avez demandé de vous montrer à quoi ressemble la construction d'un monde meilleur. Ça ne ressemble pas à du verre et de l'acier. Ça ressemble à la lumière du soleil sur un plant de tomates. Ça ressemble à un endroit sûr pour qu'un enfant puisse jouer au basket. Vous ne devriez pas m'embaucher malgré mon histoire, monsieur Legrand. Vous devriez m'embaucher à cause d'elle. » Un profond silence s'abattit sur la pièce. Marcus Dubois avait l'air suffisant, certain d'avoir gagné. Arthur Legrand se leva lentement. Il regarda le rendu étincelant de Damien Croft sur l'écran, puis les croquis sincères dessinés à la main de Clara. Il se tourna vers Marcus. « Merci, Marcus, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « Vous avez été très éclairant. Vous m'avez montré que vous accordez plus de valeur à un nom célèbre qu'à une idée de valeur. Vous voyez ce projet comme une transaction, et vous voyez les difficultés des gens comme des munitions. Vous venez de me montrer tout ce que je ne veux pas que le projet Cœur de Ville soit. » La couleur quitta le visage de Marcus. Arthur se tourna de nouveau vers Clara, un soupçon de sourire se dessinant enfin sur ses lèvres. « Mademoiselle Morin, j'ai vu une étincelle, et vous venez de me montrer un incendie. » Il regarda autour de la table les membres du conseil stupéfaits. « J'exerce ma prérogative exécutive en tant que président et principal bailleur de fonds de ce projet. Nous allons de l'avant avec le concept de Mademoiselle Morin. » Il se retourna vers Clara, dont les genoux semblaient flageoler. « Evelyne rédigera un contrat provisoire. Il vous fournira 1 million d'euros initial pour créer un petit cabinet, engager un architecte agréé de référence pour travailler en partenariat et développer ses concepts en un projet de conception schématique complet. Bienvenue au projet Cœur de Ville, Mademoiselle Morin. » Clara ne put que le fixer, sans voix, tandis que Marcus Dubois s'effondrait dans son fauteuil, son visage un masque de choc pur et total. Elle baissa les yeux sur sa main, qui serrait toujours le stylo dans sa poche. Le chiffre d'1 million d'euros résonnait dans la pièce silencieuse, un nombre si vaste qu'il semblait irréel. Ce n'était pas un billet de loterie. C'était une fondation.
Les suites de la réunion du conseil d'administration furent un tourbillon qui déchira la vie de Clara, arrachant l'ancien et le remplaçant par une nouvelle réalité terrifiante et exaltante. Le chiffre d'1 million d'euros sur le contrat qu'Evelyne lui présenta n'était pas seulement un nombre. C'était un événement sismique. Le premier virement sur son nouveau compte professionnel lui parut être un rêve. Son premier acte ne fut pas de louer un bureau chic ou d'acheter une nouvelle voiture. Ce fut de se rendre à la résidence Les Pins Dorés. Elle passa devant les regards compatissants et apitoyés qu'elle recevait habituellement du personnel de la réception et se rendit directement au bureau de l'administrateur. Elle paya la totalité du solde impayé de sa mère, puis paya intégralement pour les 2 années suivantes, la surclassant dans une chambre privée avec une petite vue sur le jardin. Quand elle annonça la nouvelle à sa mère, Sarah, le soulagement qui submergea le visage de sa mère fut plus gratifiant que n'importe quel prix d'architecture aurait pu l'être. Pour la première fois depuis des années, les profondes rides d'inquiétude sur le visage de Sarah semblèrent s'adoucir. Le stress financier écrasant ayant disparu, sa santé commença miraculeusement à se stabiliser. Les médecins parlèrent d'une amélioration positive remarquable. Clara appela cela le résultat de l'espoir. Ensuite, Clara créa son cabinet. Elle ne chercha pas des noms établis. Au lieu de cela, elle chercha des gens comme elle. Elle trouva un architecte récemment diplômé, un jeune homme nommé Benoît Carter, qui était brillant mais coincé à faire des travaux de rénovation fastidieux dans un grand cabinet sans âme. Il vit ses croquis, et ses yeux s'illuminèrent de la passion d'un vrai bâtisseur. Elle engagea une jeune diplômée, farouchement intelligente, pour l'aider au dessin et à la recherche. Elle nomma son cabinet « Les architectes de la fonderie », un clin d'œil à la conviction de son père que les grandes choses se forgent dans le feu. Leur bureau n'était pas un espace élégant du centre-ville, mais un loft loué dans un entrepôt reconverti, rempli de lumière, de tables à dessin d'occasion et de l'énergie vibrante d'un rêve partagé. Elle était une patronne. La transition fut stupéfiante. Elle ne prenait plus d'ordre, elle en donnait. Elle gérait des budgets, des échéanciers et des personnalités. C'était le travail le plus difficile qu'elle ait jamais fait. Et elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Le stylo de son père était maintenant en bonne place sur son bureau, un rappel constant de ses origines et de ce qu'elle construisait. Pendant ce temps, Arthur Legrand faisait le ménage dans sa propre maison. Sa confiance en Marcus Dubois avait été brisée, non pas par l'ambition de Marcus, mais par sa cruauté. Il lança un audit interne discret et approfondit des projets de développement de Marcus. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir un schéma de corruption. La commission d'intermédiaire de Damien Croft n'était que la partie émergée de l'iceberg. Marcus avait un réseau de pots de vin et de contrats de faveur avec des entrepreneurs et des fournisseurs, détournant des millions sur les projets de Legrand Global au fil des ans. Il n'y eut pas de confrontation dramatique. Un matin, Marcus arriva et découvrit que son accès à l'immeuble était révoqué. Une simple boîte stérile contenant ses effets personnels l'attendait à la sécurité. Il fut licencié et un dossier épais fut transmis au bureau du procureur. Sa chute fut aussi rapide et silencieuse que son ascension avait été lisse et bruyante. À sa place, Arthur promut Evelyne au poste de vice-présidente du développement de projet. Sa loyauté, son intégrité et sa compétence discrète furent enfin reconnues à leur juste valeur. 6 mois plus tard, Clara se tenait sur le site du projet Cœur de Ville. Le terrain désolé avait disparu. À sa place se trouvait un chantier de construction animé. L'odeur profonde et terreuse de la terre excavée emplissait l'air. Les fondations en béton de ces pavillons interconnectés étaient en train d'être coulées, les formes qu'elle avait esquissées pour la première fois sur du vélin prenant maintenant corps dans le monde réel. Une berline noire s'arrêta et Arthur Legrand en sortit. Il portait un casque de chantier et un sourire sincère. Ils parcoururent le site ensemble, non plus en tant que serveuse et client, ni même en tant qu'employés et patrons. Ils étaient des partenaires, des complices dans l'acte de création. « Ça a l'air bien, Clara, » dit-il, sa voix remplie d'une fierté bourrue. « Ça semble juste. »« Nous sommes dans les délais, » répondit-elle, avec une confiance professionnelle qui aurait été inimaginable 1 an plus tôt. L'engagement de la communauté a été incroyable. Les adolescents se disputent déjà pour savoir de quelle couleur peindre le terrain de basket. Il gloussa. « Laisse-les faire. C'est leur terrain. » Il marqua une pause, plongeant la main dans son manteau. Il en sortit une longue boîte en velours. « C'est pour vous. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, niché dans du satin, se trouvait un tout nouvel ensemble de stylos à dessin professionnels allemands, leur pointe en acier brillant. « Un bâtisseur a besoin des bons outils pour le travail, » dit-il simplement. Clara sourit, les yeux brillants. « Merci, Arthur. Ils sont magnifiques. » Elle referma la boîte, puis tapota la poche de sa veste de travail.
Mais je garderai toujours mon porte-bonheur avec moi. Il hocha la tête, comprenant parfaitement. Ils restèrent là un long moment, observant l'effervescence de l'activité, écoutant les sons de la construction, les sons d'une nouvelle fondation en cours de pose. « Vous savez, » dit Arthur, en regardant la structure montante, « pendant des années, je n'ai fait que construire des bâtiments. Vous m'avez rappelé le but de tout ça. » Clara regarda l'espace qui serait bientôt une bibliothèque, une clinique, un foyer. « Et vous, vous m'avez rappelé que j'étais une bâtisseuse, » répondit-elle. « Vous m'avez rendu le rêve de mon père. » Il lui avait donné plus que ça. Il lui avait donné une chance de construire le sien. Et alors que le soleil projetait de longues ombres sur la structure naissante, Clara sut que ce n'était que le début. Elle faisait enfin ce pour quoi elle était née. Elle bâtissait un monde meilleur. 1 an après la pose de la première pierre, le projet communautaire Cœur de Ville n'était plus un plan ou un rêve. C'était une réalité physique qui sortait de terre. Les pavillons interconnectés se dressaient fièrement, leurs bois naturels et leurs briques au ton chaud constituant une présence accueillante contre le gris de la ville. Le projet était devenu une petite sensation médiatique, loué comme un nouveau modèle de développement philanthropique. Les journalistes écrivaient des articles élogieux sur la serveuse devenue visionnaire et son design centré sur l'humain. Pour Clara, les éloges étaient secondaires par rapport à la satisfaction tranquille de voir ces lignes sur le papier devenir des murs qui abriteraient bientôt des rires, de l'apprentissage et de la vie. Son cabinet, les architectes de la fonderie, était florissant. Benoît Carter s'était révélé être un partenaire inestimable, son expertise technique complétant parfaitement ses instincts visionnaires. Ils formaient une équipe petite mais redoutable, liée par une croyance commune en leur mission. Clara elle-même s'était épanouie dans son rôle avec une confiance tranquille qui l'étonnait même. Elle pouvait diriger une réunion avec des entrepreneurs, négocier avec des fournisseurs et naviguer dans le monde labyrinthique des permis de construire de la ville avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Le cœur de tout le projet, l'élément qui encapsulait le mieux son âme, était la bibliothèque centrale, le nid de lecture. C'était un atrium de 3 étages avec un toit en verre, son intérieur défini par des niveaux en cascade de chêne chaud qui servaient à la fois de siège et d'étagère. Il était conçu pour être un espace ouvert et invitant, libre du silence intimidant des bibliothèques traditionnelles. C'était un lieu de connexion, et il était sur le point de devenir son plus grand cauchemar. Le problème arriva sous la forme d'un homme nommé Frank Henderson, un inspecteur municipal senior au visage semblant aigri en permanence et à la réputation d'être impitoyablement à cheval sur le règlement. Il traversa l'atrium presque achevé, son presse-papier à la main, son expression sombre. « Ça n'ira pas », déclara-t-il, sa voix résonnant dans le vaste espace. Il tapota l'une des grandes poutres en chêne laminé qui soutenaient la structure en gradin. Règlement 17b, section 4, tout espace de rassemblement public dépassant 2 étages exige une enceinte coupe-feu de classe A pour toutes les voies de circulation verticale et les éléments structurels porteurs doivent être encastrés dans des plaques de plâtre coupe-feu de 2 heures ou équivalent. Clara et Benoît échangèrent un regard d'horreur. « Monsieur Henderson, » commença Benoît, « ce règlement s'applique généralement aux cages d'escalier fermées. Ceci est un atrium à plan ouvert. La conception comprend un système de gicleurs ultramoderne et des évents de désenfumage qui dépassent de loin les exigences du code. » « Le code, c'est le code, » dit Henderson sèchement, faisant un grand X rouge sur son formulaire d'inspection. « Je n'interprète pas, j'applique. Soit vous encadrez ces poutres et vous cloisonnez les niveaux en gradin avec des murs coupe-feu, soit vous n'aurez pas de permis d'occupation. C'est aussi simple que ça. » Les implications étaient catastrophiques. Suivre sa directive signifierait démolir l'essence même du design. Les belles poutres en chêne chaud seraient cachées à l'intérieur de boîtes de placoplâtre LED et encombrantes. Les gradins ouverts et interconnectés seraient murés, créant une série de paliers claustrophobes et isolés. Cela éventrerait le design, enlevant chirurgicalement son cœur et son âme, laissant un cadavre balafré et compromis. La seule alternative était de demander une dérogation formelle à la commission d'urbanisme de la ville, un parcours du combattant bureaucratique qui pourrait prendre des mois, voire des années, sans garantie de succès. Le projet serait paralysé, entraînant des dépassements de coûts massifs. Quand Clara annonça la nouvelle à Arthur le Grand, la chaleur qui s'était développée entre eux fut remplacée par un froid tendu. « Encadrez-les, Clara, » dit-il, sa voix tendue par le pragmatisme. Il était en conférence téléphonique avec des membres du conseil anxieux. « Ce n'est pas idéal, je comprends, mais nous ne pouvons pas nous permettre un retard de 9 mois. Le budget est déjà serré. Parfois, en affaires, il faut accepter un compromis imparfait pour faire le travail. » « Ce n'est pas un compromis, Arthur. C'est une exécution, » rétorqua Clara, sa voix tendue par la passion. « Cela trahit toute la philosophie pour laquelle nous avons travaillé.
Cela dit à la communauté que nous accordons plus de valeur à une ligne budgétaire qu'à l'espace que nous leur avons promis. C'est exactement le genre de décision sans âme que Marcus Dubois aurait prise. Le nom resta en suspens dans l'air entre eux, un rappel de la bataille qu'elle pensait avoir déjà gagnée. Il y eut un long silence tendu à l'autre bout de la ligne. « Trouvez-moi une solution, Clara », dit Arthur, sa voix fatiguée. « Une solution rapide. » Il raccrocha, laissant Clara se sentir isolée et profondément déçue. L'homme qui avait parié sur sa vision lui demandait maintenant de la sacrifier. Elle refusa. Pendant 2 semaines, elle et Benoît travaillèrent fiévreusement à la préparation d'un appel. Ils découvrirent que le règlement 17B était une règle archaïque écrite dans les années 1950 pour empêcher la propagation du feu dans les entrepôts industriels. Elle n'était presque jamais appliquée aux conceptions d'atrium modernes dotées d'une technologie avancée de suppression d'incendie. Henderson était un zélote, un homme qui maniait le règlement comme une arme. Et la commission d'urbanisme n'était connue pour soutenir ses inspecteurs, à moins qu'on ne lui présente une raison impérieuse de ne pas le faire. Un argument architectural n'allait pas suffire. Ils avaient besoin de quelque chose de plus. Et Clara savait où le trouver. Elle n'avait pas seulement conçu un bâtiment. Elle avait nourri une communauté autour de lui. Il était temps de faire appel à eux. Elle organisa une mise à jour d'urgence sur le site et invita toutes les personnes à qui elle avait parlé depuis le début du projet. Elle appela Rosa, la femme âgée du jardin communautaire. Elle appela le groupe d'adolescents. Elle appela les commerçants locaux. Elle passa également 2 autres appels cruciaux. L'un à un jeune journaliste ambitieux du journal de la ville qui avait écrit un article favorable sur le projet. L'autre à Éléonore Legrand. Elle n'appela pas Arthur. Par un après-midi d'automne frais, plus de 50 personnes du quartier se rassemblèrent dans le magnifique atrium inachevé. La lumière entrait à flot par le toit en verre, illuminant les grains de poussière et le grain riche des poutres en chêne contestées. Clara se tenait au centre, non pas avec des plans, mais avec un simple microphone. Cet espace, commença-t-elle, sa voix résonnant d'émotion, a été conçu pour être le cœur de notre communauté. Un endroit où vous pourriez voir vos amis, où vos enfants pourraient lire au soleil. Maintenant, la ville veut que nous le mettions dans une boîte. Ils veulent que nous construisions des murs entre nous. Elle tendit ensuite le micro. Rosa s'avança, sa voix frêle mais stable. « De mon jardin, dit-elle en pointant du doigt, je peux voir cette grande pièce ensoleillée. J'avais hâte de m'asseoir là-haut, à ce 2e niveau, et de faire signe à mon amie Maria pendant qu'elle serait en bas en train de choisir un livre. Si vous mettez un mur là, ce n'est qu'un mur de plus. » Un des adolescents, un garçon dégingandé nommé Léo, prit le micro à son tour. « Yo, cet endroit est cool parce qu'il est ouvert. On n'a pas l'impression d'être dans une vieille bibliothèque de prison étouffante. On a l'impression d'être dans un endroit où on a vraiment envie de traîner. Le mettre dans une boîte? C'est nul. » Un par un, les membres de la communauté prirent la parole, non pas en termes architecturaux, mais en termes humains. Ils parlèrent de connexion, de lumière, d'ouverture. Ils parlèrent de l'espace comme s'il était déjà le leur, une partie vivante de leur quartier qui était maintenant menacée. Le journaliste griffonnait furieusement dans son carnet. Au fond, Éléonore Legrand observait, les bras croisés, son expression indéchiffrable mais intensément concentrée. Le lendemain, l'histoire fit la une de la section métropolitaine du journal, l'Atrium du peuple. La communauté se bat contre la mairie pour sauver l'âme de son nouveau foyer. L'article fit sensation. Il présentait le conflit non pas comme un différend technique, mais comme une histoire de David contre Goliath. L'après-midi même, le téléphone de Clara sonna. C'était Arthur. « J'ai lu l'article, dit-il, sa voix humble. Et Éléonore m'a appelé. Elle a dit que je devais voir ce qui se passait de mes propres yeux. J'ai perdu de vue le pourquoi, Clara. Je me suis laissé prendre par les chiffres. Je suis désolé. » « Il ne s'agit pas des chiffres, Arthur, dit-elle doucement. Il ne s'est jamais agi de ça. »« Je sais, répondit-il. Et à partir de maintenant, nous nous battrons ensemble. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il faille. » Armée d'une nouvelle détermination et soutenue par tout le poids de l'équipe juridique de Legrand Global et un flot de sentiments publics positifs, Clara soumit l'appel à la commission d'urbanisme. Joint aux rapports architecturaux et aux analyses de sécurité incendie, se trouvait une pétition signée par plus de 500 résidents locaux et une copie de l'article de journal. Elle ne défendait plus seulement un choix de conception. Elle défendait la vision d'une communauté pour elle-même. Elle avait construit plus qu'une fondation de béton. Elle en avait construit une de personnes, et elle savait avec une certitude qui résonnait au plus profond de ses os que c'était une fondation qui ne pourrait jamais être brisée. Ce simple et humble stylo, une relique d'un rêve passé, devint la clé qui ouvrit un avenir que Clara Morin n'aurait jamais cru possible.
Son histoire est un puissant rappel que nous ne pouvons jamais vraiment connaître l'impact de nos actions ou le potentiel caché qui sommeille chez les gens que nous rencontrons chaque jour. Un moment de gentillesse, une lueur de confiance peuvent changer toute la trajectoire d'une vie. Arthur le Grand ne cherchait pas seulement un architecte. Il cherchait l'authenticité, une âme à la mesure de l'ambition de son projet, et il l'a trouvé à l'endroit le plus inattendu. Que pensez-vous de la décision d'Arthur? Un acte d'intuition brillante ou un pari risqué? Que auriez-vous fait à la place de Clara? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire d'espoir, de trahison et de seconde chance vous a ému, veuillez donner un pouce levé à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que les rêves peuvent devenir réalité. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires dramatiques de la vie réelle.